Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, c'est le 10h midi. Comme tous les matins, nous commentons l'actualité avec aujourd'hui Geneviève Gotzinger. Bonjour, communicante, bonjour. Présidente de l'agence Image avec 2G. Paul Vanier, orateur national de la France Insoumise. Vous êtes également enseignant. Bonjour. Patrick Mignon, ancien commandant de bord, membre du PCD, le Parti chrétien-démocrate. Bonjour. Mathieu Alterman, journaliste. Vous avez publié Femme fatale aux éditions Quai des Brunes. Et vous êtes tous les vendredis dans TPMP sur C8. Vous êtes très éclectique comme garçon. Une société de plus en plus violente, on va en reparler avec vous. On voit qu'il y a des agressions de plus en plus nombreuses. Ce sujet, nous ne l'avons toujours pas traité. On va en reparler avec vous. Emmanuel Macron qui cristallise la colère. Dites-nous ce que vous en pensez. Et puis les violences sexuelles dans le sport. L'omerta qui se brise peu à peu. Didier Gaillaguet est-il responsable? Vous savez, il y avait eu Georgina Dufoy coupable. C'était quoi? Responsable, pas coupable. C'est fabuleux, on en parle. Oui, c'était absolument. On parle de tous ces sujets avec vous. On va parler aussi peut-être quand même des urgences avec l'histoire tragique de cette petite fille Lou qui a été prise en charge trop tardivement à Necker. Elle a attendu 5 heures. 5 heures aux urgences. On va y revenir dans un instant. On va commencer un petit tour de table de ce qui a retenu votre attention dans l'actualité, Geneviève. Écoutez, le salon Rétromobile. Oh là là, c'est mal. Vous parlez voitures, vous aimez les voitures, c'est mal. Ben, j'aime bien les voitures anciennes, oui. Puis manifestement, c'est vrai qu'il y a le salon Rétromobile en ce moment. 150 000 personnes vont fréquenter ce salon. Mais au-delà de ça, c'est quand même plusieurs milliers d'emplois. C'est aussi 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, la voiture ancienne, la réfection, tout ça en France. Ouais. Ce qui plaît, c'est peut-être une espèce d'âge révolu, la nostalgie de l'époque où on pouvait rouler, où on ne se souciait pas trop du climat. Malheureusement, on avait tort, certainement, à coup sûr, ça c'est évident. Mais c'était aussi le règne du design, d'une certaine élégance. Et c'est vrai qu'on voit de très, 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 très beaux modèles à ce salon. Alors, pour nos auditeurs parisiens, je leur recommande d'y aller. Après, il y a des vrais moments de nostalgie quand vous passez, par exemple, devant la Facel Vega, vous vous dites, c'est dans cette voiture qu'Albert Camus est mort avec son éditeur. Enfin, il y a des choses comme ça. Vous passez devant des Fiat 500, vous vous dites, c'est l'Italie éternelle. C'était les familles italiennes qui se sont tassées dans ces espèces de petits pots de yaourt. Enfin donc, moi j'aime et j'assume. C'est du 5 au 9 février et c'est porte de Versailles à Paris. C'était l'Isetta, celle dont la porte s'ouvre, la 3 roues dont la porte s'ouvrait vers l'avant. Le pot de yaourt, c'était la Fiat 500 aussi. C'est la Fiat 500. C'était l'Isetta, la 3 roues avec la porte. On ne pensait pas qu'on aurait s'ouvrait vers l'avant. C'est vrai qu'on doit dire OK boomer. C'est ça, super. Je suis sûr que vous aimez les belles carrosseries, Mathieu Alterman. J'adore les voitures anciennes, mais pour une raison simple, c'est que je veux pas faire le vieux réac, mais enfin les voitures d'aujourd'hui sont juste moches. C'est pour ça que les gens aiment les vieilles voitures. On a tellement voulu faire des modèles non segmentants qu'ils sont censés plaire à tout le monde. Et finalement, ils plaisent vraiment à personne. On achète des voitures. Moi, j'ai l'Aston Martin, mais j'ai pas trop les moyens de ça. Pas James. Non, mais là, il y avait un souci du détail dans la portière. Enfin, dans chaque détail est très artistique. L'actualité est faite de choses sérieuses et c'est très sérieux. Oui, absolument. Paul, un avis sur les voitures anciennes? Non, pas vraiment. Non. Pas vraiment. Ça ne vous intéresse pas. Patrick Mignon. Oui. Moi, je voulais parler de quelque chose dont vous avez largement débattu. Donc, je me repars sur autre chose. J'ai ni un coup de cœur ni un coup de gueule aujourd'hui. D'habitude, j'ai souvent des coups de gueule, donc je vais calmer un peu le jeu. J'ai un étonnement. Je suis surpris face à l'épidémie de coronavirus qu'on n'entende rien à propos de ce virus concernant les grands bassins de population que sont l'Inde et l'Afrique. L'Inde, parce que c'est juste à côté de la Chine. Alors, je veux bien, la barrière, c'est l'Himalaya, on est en plein hiver, c'est peut-être pas très franchissable, mais quand même, c'est pas loin. Et l'Afrique, il y a des travailleurs chinois, il y a des flux de marchandises, des flux de personnes, et on n'entend rien non plus. Donc, moi, ce qui m'interroge là-dessus, ça me pose un problème, c'est que cette épidémie est certes nettement moins mortelle que celle du SRAS, 2% je crois, par rapport à 10, ça a été cité, mais par contre elle est très contagieuse, et bizarrement on n'en entend pas parler, donc je me demande s'il n'y a pas une omerta là-bas, et quand on sait les moyens délicats, quand on sait la propagation rapide, j'aimerais bien avoir des infos, je ne sais pas si vous en avez vu dans la presse, moi je surveille un peu, j'ai rien vu. Je pense que c'est surtout beaucoup plus compliqué parce que malheureusement, l'Inde ou l'Afrique sont des régions où plein de gens meurent plus pour d'autres maladies et on n'arrive pas souvent à on voit ça avec le sida en Afrique. On ne connaît toujours pas les chiffres
parce qu'il y a tellement d'autres maladies qu'on ne sait pas. Et je pense qu'ils ont simplement ce problème-là aussi. Ils n'arrivent pas à déterminer qui a été atteint ou non par ce virus. Une vraie Vous avez un grand épidémie, débat là, actuellement dans la presse sénégalaise sur l'incapacité du Sénégal qui a été reconnue par le président Macky Sall de rapatrier ces ressortissants qui sont actuellement en Chine. Peut-être qu'ils veulent pas Donc le faire Macky Sall explique qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, absolument. Voilà. Mais du coup, sa population s'insurge contre cette incapacité qui est une incapacité financière en fait. Parce que le rapatriement aujourd'hui est très cher. Vous voyez, le prix des billets d'avion, les allées simples montent à autour de 3 500, 4 000 euros pour un aller simple. Je pense qu'un État pourrait le faire. Je pense que c'est peut-être aussi un aveu de faiblesse. Le Sénégal a du mal à le faire, manifestement. En tout cas, c'est ce que dit son président. Ils n'ont pas les structures pour pouvoir les traiter une fois qu'ils les ont rapatriés, peut-être aussi. Et ils n'ont pas la possibilité de rapatriement. Enfin, en tout cas, c'est ce que disent les autorités sénégalaises. C'est une interrogation que j'ai. Je suis très surpris. Il y a des pays qui ont peut-être plus de mal, effectivement. Non, mais je parlais de l'omerta, c'est-à-dire qu'on découvre, moi j'ai vu sur Twitter récemment, qu'il y a un chercheur ou un scientifique chinois qui avait alerté il y a un mois. Déjà, il habite Wuhan et il a été emprisonné. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre au sérieux le truc, on emprisonne. Donc, si pourtant, on nie la réalité, c'est ce qu'a un peu dit l'OMS, si on nie la réalité du truc, ça menace tout le monde. Il me semble qu'on a on a plutôt félicité les Chinois pour leur rapidité. Ils ont mis plus d'un mois. Et il semblerait, j'ai vu passer des choses. Alors, est-ce que c'est vrai? Toujours, il faut se méfier avec les réseaux sociaux. Est-ce que ils n'ont pas un peu traîné quand même dans ce truc-là par déni? Parce qu'au début, vous savez bien que, comme moi, on en parlait avec les arrêts du luxe ou de je sais pas quoi, ça coûte très cher ce genre de choses quand ça se propage. Donc au début, on essaye de calmer le jeu. Mathieu Alterman. Moi j'ai un coup de gueule drôle en fait, c'est que vois, c'était hier ou avant-hier, je sais plus, un certain Éric Pliès qui met sur Twitter, je vais vous lire son tweet, c'est quelqu'un qui fait partie de la liste d'Anne Hidalgo, et il dit « Il était important que la place Gambetta fasse partie des 7 places parisiennes réaménagées entre 2014 et 2020. Le résultat n'est toutefois pas à la hauteur des attentes des habitants du 20e, et qu'une concertation bâclée, découvrons nos propositions pour tout reconstruire. » Et ce qui est drôle, c'est que c'est eux qui ont construit. En fait, c'est eux qui ont décidé ce chantier place Gambetta qui est devenu un truc, mais c'est horrible, tellement ils ont raté, ça a coûté très cher. À peine c'est inauguré il y a quelques mois, qu'ils sont en train de dire oui, mais finalement, c'est pas bien, on va faire. Alors vous dites, quand c'est l'opposition, ça fait partie du jeu, mais quand c'est les mêmes, là on est dans un truc de schizophrénie, on est dans une parodie de Mel Brooks, moi, avec cette campagne électorale parisienne, j'ai jamais vu ça. Alors c'est n'importe quoi. Geneviève voulait faire, mais tout le monde, tous les jours, nos invités veulent faire le bêtisier des propositions, des différentes propositions. Il n'y a pas que Paris en France, quoi. Non, mais à Paris, elles sont quand même tellement incroyables. Enfin, c'est le concours l'épine, effectivement. Les propositions les plus délirantes. Non, mais c'est ridicule. C'est la pseudo-démocratie participative d'Anne Hidalgo où elle est censée concerter avec les Parisiens pour prendre des décisions absurdes. Les places parisiennes, elles sont toutes minérales à Paris, la place Gambetta comme la place de la République. L'enjeu, c'est de végétaliser la ville, c'est de planter des arbres. Alors je sais qu'Anne Hidalgo fait des propositions en ce sens, mais elles sont souvent en cosmétique. Nous, à la France Insoumise, on est en soutien d'une liste qui s'appelle Décidons Paris et qui propose des parcs, des espaces verts en pleine terre dans Paris, par exemple dans le 18e arrondissement, dans le quartier Ordonneur. Très bien. Vous avez raison, parce qu'il y a un vrai manque dans le 18e. Pour le coup, il y a vraiment une absence d'espace vert. L'arrondissement dans lequel il y a le moins de mètres carrés d'espace vert. J'ai vu passer une proposition aussi où ça serait 90 arbres plantés par jour, ce qui est, à mon avis, pendant totalement... 6 ans, tous les jours. Pendant combien d'années? 10 ans ou 100 ans? C'est dans Astérix aux Jeux Olympiques. Effectivement, dans le 18e, il n'y a pas du tout d'espace. Il y a le cimetière de Montmartre, c'est tout, qu'on peut considérer comme un peu... Mais c'est par ailleurs un enjeu, la végétalisation, au-delà des histoires de plantes. Parce qu'à l'heure du réchauffement climatique, tous les étés, l'été dernier c'était le cas, on a des phénomènes d'îlots de chaleur qui sont particulièrement prononcés à Paris, avec des températures qui montent extrêmement haut. Ça pose des questions pour la santé des habitants, en particulier des personnes âgées. Donc il faut le faire tout de suite, mais on ne peut pas le faire de façon cosmétique. Voilà, il faut repenser la ville entièrement. Allez, Paul, vous c'est un coup de gueule à propos des E3C. Donc, les E3C, ça concerne le nouveau bac. C'est les épreuves de contrôle continu en première. Voilà. En fait, pour expliquer aux auditeurs, c'est ce qui conduit au remplacement de ce qui était autrefois un diplôme national, le baccalauréat, en un bac local, dont au fond la valeur va dépendre aujourd'hui de la réputation du lycée. Et c'est un crash total. En ce moment, d'après le principal syndicat de proviseurs des lycées du pays, c'est pas un chiffre de la France Insoumise, dans 45% des lycées, il y a des dysfonctionnements aujourd'hui. Tout le monde a averti le ministre de l'Éducation nationale. Je rappelle que cette réforme, elle a été rejetée par les organisations syndicales, elle n'a jamais été débattue au Parlement. Les fédérations de parents d'élèves ont invité le ministre à ne pas se précipiter. C'est ce qu'il a fait avec des sujets
bâclés, des élèves non préparés, des enseignants submergés, et puis des problèmes techniques à tous les étages. Par exemple, Jean-Michel Blanquer se félicite de la numérisation des copies. Alors là encore, c'est les proviseurs qui le disent, dans 85% des cas, il y a des problèmes techniques de ce point de vue-là. Et on voit aujourd'hui une opposition extrêmement large. On voit des situations hallucinantes, des CRS dans des cours de récréation pour forcer des lycéens à rentrer et à composer. On voit des lycéens dans certains lycées comme à Bordeaux enfermés dans l'établissement pour qu'ils composent. On voit des lycéens, parce qu'ils se sont abonnés à un compte sur les réseaux sociaux, être sanctionnés par des zéros pour des épreuves qui vont compter pour eux dans Parcoursup, donc dans toute leur orientation après le baccalauréat. Donc moi je dis à Jean-Michel Blanquer qu'il doit arrêter de désorganiser l'éducation nationale. Mais enfin, il n'y a pas eu énormément d'opposition. Il n'y a pas eu de grève de surveillance. Elles sont considérables, justement, au contraire. Mais M. Blanquer dit qu'il y a 0,1% des enseignants qui sont opposés à sa réforme. Et je l'ai dit, c'est dans plus de 40% des lycées qu'il y a aujourd'hui des perturbations. Je ne connais pas suffisamment le dossier pour vous répondre, mais c'est un fiasco à tous les étages. Il faut mettre un peu de nuance. C'est pas parce que ce qu'il propose n'est pas bien qu'il faut pour autant rien changer, puisqu'on sait que ça ne fonctionne plus. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Le niveau du bac aujourd'hui correspond à celui du brevet il y a 30 ans. Il y a un moment, il y a un souci. Voilà, vous provenez des sujets, on réédite régulièrement les sujets d'il y a 30 ans, 40 ans. Le niveau s'est complètement effondré. Moi-même, je donne des cours à des bac plus 1 dans des écoles. Bon, je suis consterné, c'est un truc de folie pure. Mais d'ailleurs, de ce point de vue-là, le niveau va s'effondrer avec cette réforme, puisqu'il n'y a même plus de critères d'évaluation nationaux. Je vais vous dire très clairement comment ça se passe. C'est le tel chaos, et c'est organisé localement, que, en raison de la difficulté à mettre en œuvre la réforme, eh bien, vous avez des chefs d'établissement qui disent aux lycéens, aux bacheliers, ça va être sur ce chapitre que vous allez être interrogés. Ils leur donnent quasiment les sujets pour les préparer, entre guillemets, au mieux à la situation. Donc c'est un effondrement des critères d'évaluation, et c'est la fin de l'égalité de traitement des élèves. Il faut supprimer le bac et faire des examens d'entrée. Mais là, on essaye de le supprimer, justement, cette épreuve, et d'aménager. Et visiblement, ça ne fonctionne pas. Non, ça ne peut pas fonctionner. Le bac, il a un grand avantage. C'est la clé de voûte du système éducatif. Il conditionne des programmes nationaux. Il conditionne l'égalité de traitement de tous les élèves partout en France. Et quand on casse le bac, on crée l'inégalité. Mais ça, c'est d'autres questions qu'il faut poser. On peut mieux accompagner les élèves. On peut avoir des plus petits groupes pour les préparer aux exigences du supérieur. Mais je peux vous dire que la réforme qui vient et les programmes qui viennent vont abaisser le niveau d'exigence. Et notamment du point de vue des exercices intellectuels auxquels on forme les élèves, ils seront de moins en moins préparés à une poursuite d'études dans le supérieur. Allez, je voudrais qu'on parle de ce qui s'est passé. En fait, c'était en décembre, une petite fille qui a été prise en charge trop tardivement à Necker. D'abord, il y a eu une erreur de diagnostic. Elle est arrivée avec des vomissements. On l'a renvoyée chez elle en disant que c'était une angine. En fait, elle avait une péritonite. Et sa maman, aujourd'hui, sa mère dénonce la mauvaise prise en charge des urgentistes, qui sont des urgentistes seniors, aguerris de l'hôpital Necker, et raconte le calvaire enduré par sa fille. C'est un exemple. Je pense qu'il y en a beaucoup d'autres. On entend, elle a attendu 5 heures avec sa fille. Je vais vous dire tout de suite, je vais vous répondre, ça va mettre une ambiance moyenne, mais j'ai la fille de ma femme qui est hospitalisée depuis 8 jours en hôpital psychiatrique. Ce que je découvre est invraisemblable, et ce n'est pas qu'une question de moyens. C'est aussi une question administrative et d'organisation. On marche sur la tête. Il devrait y avoir des manifestations partout dans les rues, parce que c'est un petit peu plus important que la réforme des retraites, à mon sens. Ce qui se passe dans l'hôpital aujourd'hui en France, mais c'est kafkaïen. C'est-à-dire que vous avez des gens clairement incompétents, vous avez à la fois un manque de moyens, des problèmes administratifs délirants, à savoir que rien n'est numérisé, vous voulez joindre quelqu'un, vous mettez 4 heures pour le joindre, alors qu'il est situé à 20 mètres de la personne qui est au standard. C'est comme ça à tous les niveaux, c'est une catastrophe. Oui, voilà. Mais c'est l'exemple aussi d'une proche... dont la maman a fait un AVC, qui arrive dans un hôpital et à qui on dit attendez, elle est visiblement, on voit qu'elle est en souffrance, et on lui dit vous attendez, il y a 4 heures, il y a 54 personnes devant vous, donc obligé de faire un scandale, de hurler pour qu'on la prenne en charge. Donc il y a un réel problème aujourd'hui aux urgences, et là c'est... Alors, il y a un problème. Oui. Il y a un problème. Patrick Mignon. C'est sûr qu'il y a un problème. Je dirais pas, comme vous venez de dire, que les gens sont incompétents. Non, parce que il y a des gens incompétents. Il y a de la négligence, il y a du manque d'écoute, et puis il y a de la fatigue de ces médecins aussi. Il y a une espèce d'épuisement. Oui, c'est ça. Il faut bien voir une chose. Ma femme est médecin, elle n'a pas fait service d'urgence, mais je connais un tout petit peu, donc je parle entre guillemets quand même. Quand vous arrivez aux urgences d'un hôpital, en théorie, vous êtes vu rapidement par une infirmière d'accueil et d'orientation, ce qu'ils appellent une IAO. Et c'est cette infirmière ou cet infirmier qui
détermine s'il y a ou pas urgence vitale. Et quand même, dans la très grande majorité des cas, les urgences vitales sont fort heureusement détectées, parce que sinon ça serait bien pire comme résultat. Ça n'empêche que malheureusement, comme pour votre fille ou pour la petite fille dont vous avez parlé, Valérie, il y en a qui passent à travers parce que surcharge, parce que fatigue, parce que débordé à ce moment-là, etc. C'est totalement différent du fonctionnement global de l'hôpital. Attention, moi je ne parlais pas que des urgences. Ce n'est pas spécifique aux urgences. Voilà. La situation est également dramatique ailleurs qu'aux urgences. C'est ça le problème. Mais c'est ce que j'avais dit dans une émission lointaine où on avait parlé de Madame Buzyn qui se réconfortait et qui se félicitait devant des gens. Et en fait, les professeurs, les chefs de service eux-mêmes râlaient parce qu'ils n'avaient pas les moyens, etc. Il y a une déconnexion totale, à mon avis, entre le ministère et les administratifs des hôpitaux et les besoins réels. Allez, on va marquer une pause. 0826 300 300 si vous avez... Débat. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. Est-ce que vous vouliez dire un mot sur les urgences, peut-être Paul Vanier, on vous a pas entendu. Que oui, c'est aussi une question de moyens et c'est d'abord une question de moyens. D'ailleurs, la maire de Lou, moi j'ai lu son interview dans Paris Match, elle le dit, elle décrit la saturation des services, nombreux services qu'elle a fréquentés et elle montre que les médecins sont complètement débordés, n'ont pas le temps. Et ils n'ont pas le temps aussi de l'humanité qu'on attend d'un soignant, c'est-à-dire le temps de parler, le temps d'expliquer, au-delà du diagnostic terrible qu'il faut annoncer. Il y a aussi cet enjeu-là, la façon dont on traite les gens dans notre système de santé aujourd'hui. Mais c'est pas nouveau, c'est ça qui est dur, c'est que c'est encore une histoire. Ça fait, c'est pas nouveau que les soignants alertent, que les médecins disent qu'ils ne peuvent plus aujourd'hui gérer ce flux de malades. Donc on a à chaque fois on ouvre des maisons de santé, des trucs par-ci, par-là, mais ça fonctionne pas. Mais parce qu'on gère la pénurie, il faut regarder. Les moyens accordés à l'hôpital public ne cessent de décroître. Et c'est toujours la même chose. Au fond, on accuse son chien d'avoir la rage pour ensuite proposer d'autres modèles. Donc c'est ça qui est en jeu. Ou bien nous voulons un service public efficace qui soigne correctement dans de bonnes conditions. Jusqu'ici, c'était d'ailleurs l'une des fiertés de la France que son système de santé. Ou bien c'est le chacun pour soi. Et ceux qui pourront aller vers des structures privées avec des moyens, des meilleures conditions d'accueil le feront. Et les autres, pour les autres, il ne restera que ça. Vous avez parfaitement raison. C'est le nœud du problème. C'est qu'on est en France où le service public est censé être fort. Soit on met vraiment l'argent là-dedans, soit on fait un système américain. Mais au milieu, ça n'existe pas. Au milieu, c'est de la science-fiction. Oui, bien sûr. Mais c'est la même question d'ailleurs pour les retraites et pour le reste. Il y a un choix. C'est un choix de société qui se dessine derrière cette question des urgences. Après, on ne peut pas faire de ce cas particulier, en tirer des généralités, mais force est de constater qu'il y a quand même des dysfonctionnements et que tout ça met en question le fonctionnement de l'hôpital. Parlons de notre société, ce n'est pas sans lien, de notre société de plus en plus violente. C'est la une du Parisien également ce matin. Outrance, violence, angoisse, des chiffres de la délinquance en hausse, des tensions sociales. C'est vrai que l'actualité nous montre une société qui est de plus en plus violente. Est-ce que vous le ressentez? Violence également politique. Paul Vanier, on peut en parler aussi avec la France Insoumise, qui est aussi dans des positions du climat, la vous France pensez Insoumise de violence, vous voulez dire. qui est responsable de climat de violence. Un petit peu, non? Non, allez-y. Non, mais la question moi, en préparant l'émission, je me suis dit, qu'est-ce qui fait violence dans notre société? J'ai regardé, par exemple, plus 18% des coupures d'électricité. Plus 10% de coupures de gaz. Ça, c'est des actes extrêmement violents qu'un nombre grandissant de Français subissent dans leur quotidien. C'est les mettre dans une précarité terrible. Mais si on veut parler de la violence en politique, la meilleure façon, en principe, de l'éviter, c'est la démocratie. C'est le fonctionnement démocratique de notre pays. C'est la capacité à débattre, à s'engager dans des procédures, y compris parlementaires. Et on voit aujourd'hui la difficulté qu'il y a à avoir à l'Assemblée nationale sur le sujet des retraites un débat démocratique. Puisque vous avez d'un côté... Attendez, c'est le respect. Si on parle de débat, je voudrais juste exposer mes arguments et puis allez-y, Paul. Vous avez un gouvernement qui présente un projet de loi avec 23 trous sur les éléments les plus importants qui seront ensuite tranchés en ordonnance et on demande aux parlementaires de faire semblant de débattre d'un texte vidé de sa substance. En commission, en ce moment même, on coupe la parole aux députés de la France Insoumise, on diminue leur temps de parole, ils n'ont que 2 minutes pour s'exprimer sur chaque amendement, on réduit ce droit à 1 minute. Mais c'est le travail des parlementaires, Valérie. Non. Nous n'avons que 17 députés. C'est pas de bloquer la procédure parlementaire. Le travail des parlementaires. En appui à un mouvement social extrêmement puissant, à une opinion publique qui très majoritairement soutient le retrait de cette contre-réforme des retraites. Nous le faisons avec nos moyens. Ce sont les moyens de la démocratie, en tout cas ceux que la 5e République propose. Vous dites plein de contre-vérités. Si on veut qu'un débat apaisé
des arguments échangés. Si on veut s'écarter de la violence, il faut laisser le Parlement faire son travail et ne pas essayer une fois de plus de le traiter avec mépris, traiter les députés comme des godillots et vouloir précipiter une décision. Si vous vouliez être pris au sérieux, général. La France Insoumise, si elle voulait être prise au sérieux, ne ferait pas des dizaines de milliers d'amendements. C'est ridicule, c'est excessif. D'autre part, laissez Mathieu Alterman terminer. La réforme des retraites, c'est pas un truc qu'on a avancé comme ça d'un coup. C'est un truc qui était dans le programme. C'est faux. Bah si, c'était dans le programme de. Je vais vous lire la page 13 du programme d'Emmanuel Macron. La réforme des retraites, c'est dedans. Alors, qu'est-ce qu'il a écrit Emmanuel Macron précisément ? Nous ne toucherons pas à l'âge de départ à la retraite, ni au niveau des pensions. Page 13 du programme d'Emmanuel Macron. Donc voilà ce que c'est aussi la démocratie. Respecter les électeurs. Les électeurs d'Emmanuel Macron n'ont pas voté pour cette contre-réforme des retraites. Vous savez, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Monsieur Macron n'a jamais défendu cette réforme pendant l'élection présidentielle. Voilà, exactement. Vous avez eu quand même 2 années de débat sur cette réforme des retraites, avec les organisations syndicales, mais absolument, vous avez eu 2 années de débat avant que ça n'arrive au Parlement. Non mais d'accord, mais cette réforme de retraite, elle part pas de nulle part. Elle a été travaillée, elle a été réfléchie, elle a été construite pas à pas. Je suis pas une défenseuse pour tout du gouvernement, mais en l'occurrence, elle a été travaillée. Ensuite, pour ce qui concerne la violence politique, pardonnez-moi. Aucun de ces propositions. Laissez terminer. Finir. Vous répondrez après. Vous me laissez terminer. Pour ce qui concerne cette violence politique, est-ce que vous trouvez normal de vous balader dans les rues avec des espèces de piquets au bout desquels vous avez la tête d'Emmanuel Macron? Ça, c'est la violence suprême. C'est la violence politique suprême. Ça s'appelle un symbole. Non. Mais non, ça La violence, c'est de s'en prendre physiquement à une personne. Pardonnez-moi, les symboles peuvent être Macron suscite ce genre de réaction. Je n'en suis pas responsable. Et c'est dans son attitude, manifestement, il a réveillé quelque chose chez certains Français qui les conduisent à exprimer de cette façon leur rejet de sa personne. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Mais il faudrait peut-être s'interroger sur sa pratique des institutions et peut-être son... Mais on peut s'interroger aussi sur votre pratique de l'opposition. On va y revenir. Est-ce qu'on peut vous poser la question? Est-ce que vous estimez que la France Insoumise, en l'occurrence, est responsable de ce climat de violence? Non, je pose la question. 0826 300 300 et Patrick Mignon, vous aurez la parole au retour et on vous attend sur Sud Radio. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff. Je suis avec Geneviève Gotzinger, communicante, présidente de l'agence Image. Paul Vanier, orateur national de la France Insoumise. Patrick Mignon, ancien commandant de bord et membre du Parti chrétien-démocrate. J'ai failli dire Parti communiste-démocrate. Mathieu Alterman, journaliste et écrivain. Patrick Mignon. Oui, c'est les mêmes initiales. Si vous pensez qu'il faut mettre démocrate après communiste, c'est qu'il y a peut-être un problème. La société de plus en plus violente. Est-ce que le climat politique peut être mis en cause? Alors allez-y, on vous écoute. J'admire Paul Vanier parce que franchement, on part sur la violence de la société, il ramène ça uniquement à une violence politique. Ça a été très bien amené, mais il n'y a pas que ça. Non. 36% d'augmentation des atteintes aux personnes avec violence, justement, que ce soit avec ou sans armes, etc. Rien que sur, je crois, la région parisienne. Ça pose un problème beaucoup plus large, à mon avis, que la violence politique, que je ne nie pas. Hein. La violence, les coupures d'électricité, c'est vrai que c'est violent en plein hiver, mais bon, c'est quand même pas pareil que de se faire arracher ou menacer par une arme pour se faire voler son portefeuille ou son sac à main. J'ai encore vu les séquences d'une femme traînée dans le métro par un gars et elle veut pas lâcher le sac. Dans la famille, on a une personne âgée qui a eu fracture des cervicales pour la même chose, pour tentative d'arrachement d'un collier. Vous voyez, donc moi j'ai vécu ça un peu partout à l'étranger, dans des villes qui étaient notoirement mises en cause dans l'insécurité, notamment Rio de Janeiro à l'époque. Donc moi, ce que je regarde, c'est que fait le système judiciaire face à ça. Et le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on a une justice, pardonnez-moi, de bisounours. C'est-à-dire qu'on se préoccupe beaucoup plus du coupable qui a été condamné que de la victime. La victime, elle est passée par pertes et profits. Si elle est décédée, tant pis pour elle, c'est dommage, on compatit, la famille souffre, et puis quand c'est simplement des gens qui sont blessés, ben on leur alloue une réparation, et on considère qu'on a tout fait. Par contre, derrière, on veut absolument, à toute force, on parle de réinsertion. Moi, je suis désolé, la justice, d'abord, ça doit sanctionner et punir, avant de penser à réinsérer, même si, attendez, j'ai pas fini, même si la réinsertion est effectivement fondamentale. Et donc,
rebelote, pareil que pour l'hôpital public. La Donc justice, vous dites quoi, justice, c'est du régalien. Eh ben oui, mais il faut des places de prison. Parce que la première chose qu'on fait quand quelqu'un a commis un crime ou un délit grave, c'est de l'isoler pour ne pas recommencer. Donc vous, cette violence, vous l'expliquez par une sorte d'impunité Une sorte d'impunité, vous savez quand même qu'il se dit impunité. très fréquemment que quand vous allez porter plainte, et ça a été le cas pour, il y a quelque temps, une agression qu'un de mes fils avait subie avec simple vol de portable dans un RER, on était encore en train de remplir les papiers, que le gars était déjà reparti ailleurs, et ça se dit partout, ça. Donc faut quand même arrêter. Mais c'est voilà. vrai qu'on l'a évoqué, que la petite, ce qu'on appelle la petite, il n'y a pas de délinquance, criminalité, est en très forte hausse. Mais bien sûr. Mathieu Monsieur a tout à fait raison. Le problème est simple, c'est qu'en France, les peines de prison de moins de 2 ans ne sont pas appliquées. Donc voilà, parce qu'il n'y a pas de... C'est la fameuse loi Taubira et là-dessus. Sauf qu'il y a quand même un truc qu'il faut souligner, qui est encore plus grave, c'est que la violence baisse partout dans le monde, globalement. C'est en France qu'elle augmente. Et vous avez on parlait de Rio de Janeiro. Alors, Rio, ça a baissé par rapport à il y a 20 ans. À New York, mais à New York, ça a baissé également énormément depuis 20 ans. À Londres, ça a baissé. Alors, New York, c'est un exemple que j'approuve totalement, parce que c'est pas le côté police américaine, cow-boy, on tire sur tout ce qui bouge. C'était la volonté de Rudolph Giuliani, maire de l'époque, qui avait fait la tolérance zéro. Et que moi, je décline en France. La fameuse politique du carreau cassé. Et moi, je décline ça plutôt que tolérance zéro. Parce que ça passe pas en France, la tolérance zéro, je préfère impunité zéro. Alors justement, je vais rebondir là-dessus, je pense que le danger, c'est que moi je pense qu'on va avoir malheureusement un gouvernement d'extrême droite qui va venir un jour en France, parce que les priorités des Français, c'est la sécurité, mais pas que la sécurité sur le problème d'agression, c'est la sécurité évidemment là-dessus, c'est la sécurité financière, d'emploi, et c'est la sécurité culturelle. Ces 3 S, c'est pas les 2 S, heureusement, ça aurait pu rappeler des trucs, mais ces 3 S vont faire en sorte que malheureusement, on a un risque d'arriver de l'extrême droite au pouvoir. C'est pas une fatalité. Ne présentez pas ça non plus comme une fatalité. Si personne ne fait rien, on peut quand même essayer d'y résister par la parole, par les urnes, c'est pas une pas de fatalité de l'extrême droite en France. Quand j'entends le ministre de l'Intérieur ou ses porte-paroles parler de sentiment d'insécurité, on est dans la dérivée mathématique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'insécurité, il y a juste un sentiment. Vous croyez en insécurité. Demandez à tous les gens qui se font, et à tous les 36% d'augmentation qui se sont fait agresser en plus, ils n'ont pas de sentiment d'insécurité, ils ont vécu une insécurité. Non, mais on a choisi aussi de parler de ce sujet ce matin, parce qu'il y a un sondage Harris Interactive et de l'agence Epoca pour LCI qui dit que 52% des Français souhaitent voir un nouveau maire à la tête de leur commune, mais surtout la première thématique qui comptera dans le vote, c'est la sécurité avant les impôts. Donc il y a quand même un ressenti réel. Jospin a perdu les élections, pas sur des critères économiques. L'économie était plutôt pas mal d'ailleurs sous Jospin, il y avait une embellie, mais il l'a perdu sur la sécurité. Et c'est ce que les politiques n'ont toujours pas compris, c'est toujours valable. Les Français, ils ont envie de pouvoir sortir sans se faire agresser, de garder plutôt leur emploi et de pouvoir continuer. Mais il a perdu Jospin, il a perdu. On va ensuite parler d'Emmanuel Macron, je pense à un moment. Il l'a perdu sur un sentiment d'arrogance qu'il a renvoyé à un moment dans la campagne avec cette phrase sur Chirac, vieilli, usé, fatigué, dans un avion où il s'est laissé aller en disant ça, où il a renvoyé cette image absolument tragique d'un Premier ministre arrogant. On a un auditeur en ligne, Paul, est convaincu d'avoir gagné. Vous commenterez ensuite. Et Herriot est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour Valérie, bonjour à tous les invités. C'est houleux aujourd'hui. Oui, souvent, mais... Valérie, pour calmer le jeu, donc j'ai regardé hier soir les débats politiques sur les retraites, où les insoumis sont intervenus. Je prends Monsieur Quintessence, je ne sais plus comment il s'appelle. Quatennens, excusez-moi pour la prononciation. Je l'ai entendu intervenir plusieurs fois où il donnait des choses chiffrées. C'était pas pour faire de l'obstruction, c'était pour intervenir et faire des démonstrations. Et je ne suis pas du tout insoumis, donc voilà, c'est un constat. Je l'ai vu, je vous le rapporte. Ensuite, concernant les violences, il y a un monsieur qui disait que toutes les peines en dessous de 2 ans n'étaient pas appliquées. Je tiens à rappeler quand même qu'il y a eu 1000 condamnations de gilets jaunes et il y a 400 personnes qui ont moins de 2 ans de peine de prison qui sont en prison. Pendant ce temps-là, les vrais délinquants sont toujours dehors. Là, on a interpellé des lycéens pour une poubelle brûlée. 36 heures de garde à vue, il y en a un qui est déféré. Oui, d'accord. Monsieur lycée Édouard Pailleron, 40 morts dans les années 70 pour des poubelles allumées aussi. Non, mais là, franchement, on ne peut pas faire cette comparaison. On peut pas faire cette comparaison. Alors allez-y, attendez, laissez terminer Herriot, allez-y. C'est à l'extérieur du lycée, bref. Allez-y, Herriot. On a
a quand même eu le 1er janvier 1500 voitures. J'ai pas entendu M. Castaner dire combien d'arrestations il a effectué. Et il y a eu quand même 1500 voitures de brûlées. Alors entre une poubelle et arrêter 3 étudiants et 1500 voitures, je pense que là, j'attends les résultats de M. Castaner. Oui, d'accord. Mais donc vous dites quoi? Que la société est de plus en plus violente que... Nous avons une violence sociale, une violence physique et une violence psychologique. Mais vous êtes d'accord avec M. Quatennens? De ce que vous venez de dire, vous l'avez entendu hier, j'ai pas... à chaque coup qu'il a débattu sur un amendement, il a développé, c'est-à-dire qu'il a donné des chiffres, il a expliqué pourquoi. Donc voilà, c'est pas un blocage... Donc vous estimez que c'est pas un blocage systématique. Et sachant que c'est sur un texte où il y a 23 trous, qu'on va utiliser une ordonnance pour les boucher. Ouais. Donc il faut être sérieux. Alors, oui, Paul Vanier. Sur la question de la délinquance, pour y revenir, notre rôle à la France Insoumise, c'est de proposer une politique de sécurité aux Français. De ce point de vue-là, nous disons 2 choses. D'abord, nous sommes tellement anti-flics que nous allons recruter, si nous sommes au pouvoir, 10 000 policiers supplémentaires. Parce qu'il faut rappeler que là encore, c'est un autre service public qui a été attaqué. Les moyens de la police ont été diminués, moyens humains, moyens matériels. Il faut voir dans quelles conditions catastrophiques les policiers travaillent, leurs véhicules, leur matériel, leurs locaux qui sont dans un état pitoyable pour eux et pour les personnes qui sont placées en garde à vue, à qui une dignité minimale doit être garantie. Mais au-delà, il y a aussi la question de la philosophie de la politique de sécurité qu'il faut conduire. Et de ce point de vue-là, on arrive aux limites de la politique du chiffre à la police. Cette politique qui consiste à aller arrêter le petit trafiquant de cannabis, à faire des arrestations ici au coin de la rue pour gonfler des statistiques qui ne veulent rien dire, ne permet pas de lutter contre la délinquance. Les délinquants, ils sont organisés, ils font partie de réseaux de trafiquants, de voleurs, parfois internationaux, et il faut du temps. Il faut de l'obstination, il faut laisser aux policiers la possibilité de tout simplement faire leur métier. On empêche aujourd'hui les policiers de développer leur expertise, de faire leur métier pour lutter de façon efficace contre la délinquance. Est-ce que cette année, les policiers n'ont pas eu autre chose à faire que de s'occuper de la délinquance avec toutes les manifs D'ailleurs, vous avez vu que dans ces manifestations, on a demandé à des policiers dont le métier n'était pas le maintien de l'ordre d'y participer. Ça les épuise et puis ça produit des dégâts considérables sur les manifestants parce qu'ils ne savent pas gérer ces situations et parfois ça dégénère dans des violences extrêmement... Excusez-moi, j'aimerais rajouter quelque chose. Oui, c'est bien de rajouter de la police, mais enfin, si on ne met pas de l'argent dans le judiciaire, en parallèle, ça sert à rien. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous avez devant le palais de justice, sur les quais de Paris, tous les jours, vous avez des bandes organisées de Rome qui volent les touristes. Ça fait 20 ans que ça dure. Devant le palais de justice. Ils se font arrêter. Le lendemain, vous avez les mêmes qui reviennent. Ça fait un jour, quelqu'un va devenir fou, il va en prendre un, il va le balancer à la Seine. Et là, ça fera la une des journaux, on dira, regardez ce qui s'est passé. Ça fait 20 ans. Les gens sont immédiatement relâchés le lendemain. Que l'agriculteur qui vient de se faire coffrer alors qu'il en est à son 4e vol de carburant et il a fini par prendre le fusil et tirer sur le gars qui n'est d'ailleurs pas mort, mais c'est lui qui est en prison. Oui, ça va être dangereux. On est entièrement d'accord. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur le recrutement des 10 000 policiers, mais là où je diverge, c'est que vous exonérez par avance en disant on n'a pas les moyens d'eux, vous exonérez le petit trafiquant. Et là, je reviens avec ce qu'a dit Mathieu Alterman tout à l'heure. Moi, je considère qu'on doit avoir une impunité zéro, y compris pour le tout petit trafiquant, dont évidemment, il faut pas dire que ce qu'il a fait est du niveau de quelqu'un qui tue son prochain. Mais l'impunité zéro est le fondement de ça. Le fronton de nos édifices publics porte comme premier mot liberté. Pour être libre, il faut avoir de la sécurité. Et surtout pour les personnes les plus faibles de notre société, c'est-à-dire les personnes âgées, les handicapés, les enfants. Ça, on revient sur les sujets de pédophilie ou d'autres choses. Voilà, globalement, on doit de la sécurité à nos citoyens. Mais au-delà de la sécurité, il y a tout de même aujourd'hui un climat que tout le monde ressent de électrique. On voit avec ce qui s'est passé pour Mila, on voit ce qui se passe sur les réseaux. C'est un climat qui est attisé par les réseaux sociaux, quand même, il faut le dire. On n'en a pas parlé depuis le début de cette émission, mais c'est vrai que les réseaux sociaux attisent ce climat en distillant de la haine. L'instantanéité. Vous êtes derrière un écran. Et vous croyez tout permis, en fait. Permis de dire des choses que vous ne diriez pas face à face à un individu. Et puis, sous couvert parfois aussi d'un certain anonymat et d'une espèce d'effet de meute, d'amplification de vos propres propos qui vont conduire à une violence surdimensionnée, et des démultipliée. Un des
des tweets les plus retweetés sur l'affaire Mila, c'est celui de Nabila. Vous imaginez le niveau quand même. Enfin, Nabila, elle a plus d'1 million de. Oui, je sais pas, mais c'est dangereux. Elle a juste publié un smiley de gens qui vomissaient. Les gens ont rebalancé le truc parce qu'elle comprend rien au truc. De toute façon, elle vit même pas là, tout ça. Donc voilà, c'est la société du spectacle, c'est une catastrophe. Quoi. C'est la société des réseaux sociaux. Quand je parlais d'instantanéité, c'est aussi la capacité qu'ont ces réseaux sociaux, avec les moyens audiovisuels, de donner des images à des faits, donner une consistance à des faits qui, dans le passé, n'étaient pas montrés. Je dis pas qu'il faut pas les montrer, mais je dis que c'est le corollaire de la société aujourd'hui de l'audiovisuel, et notamment tout le monde avec son iPhone est cinéaste. D'ailleurs, il y a même des cinéastes renommés qui ont fait des films commerciaux de 2 heures avec un iPhone ou avec un téléphone intelligent. Quand Lelouch l'a fait, il tournait toujours comme avant. C'est pareil. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, n'importe qui peut faire, et c'est grâce à ça quand même aussi qu'on a des informations, par exemple, sur Wuhan, que personne n'aurait, et grâce à tout ça, parce que moi qui ai été en Chine, je peux vous dire qu'il faut contourner le système chinois pour avoir accès aux réseaux sociaux traditionnels sur lesquels nous sommes. Donc, ça a des inconvénients et ça a des avantages, voilà. Enfin, moi, je voudrais juste... Paul Vanier. Il y a toujours eu de la violence. Si on lit la presse de la fin du 19e ou du début du 20e siècle, la violence antisémite, elle est abjecte, par exemple. Mais la société est censée avoir évolué depuis le siècle dernier. Oui, c'est vrai, mais justement, il faut toujours trouver le bon point d'équilibre, parce que si on parle des réseaux sociaux, et vous savez qu'il y a un projet de loi fake news qui vise, de ce point de vue-là, à permettre, et c'est quand même, du point de vue de la question de la liberté, une autre interrogation qu'il faut avoir à l'esprit, de censurer un contenu sans qu'un juge intervienne pour décider, pour statuer par rapport à la loi de ce qu'il doit advenir ou pas. Donc voilà, attention, bien sûr, tout ne doit pas être... Il y a des bornes à la liberté d'expression, c'est certain, l'injure raciale, la diffamation, mais il ne faut pas non plus tomber dans une société du contrôle de tout type d'expression qui viserait... Non, mais c'est très compliqué. Cette loi, le danger... Si c'est une loi liberticide. Le danger, c'est pas ça. Le danger, c'est que s'ils le font pas, c'est les GAFA. Le projet des GAFA, c'est de donner des dotations aux médias en fonction de la véracité de leurs faits. Cette loi, elle va donner aux GAFA le pouvoir de censurer certains contenus. Et justement, le vrai danger, c'est les deepfakes. Le vrai danger, c'est les deepfakes sans l'État. Oui, le vrai danger, c'est les deepfakes qui sont en train d'arriver sur nous aussi et qui font qu'on va pouvoir vous placer dans n'importe quelle situation, inventer à partir de votre visage, de propos, truander cela, et ça va être dévastateur. Il va y avoir des fakes aussi, c'est-à-dire qu'il y aura des fausses informations. De toute façon, on vit la dernière décennie peut-être de la démocratie telle qu'on l'a connue. Jacques Attali s'est exprimé là-dessus la semaine dernière. Il dit pas toujours des choses vraies. Je pense que malheureusement, il a raison. Non, il dit même que des choses fausses. On est déjà dans la démocratie qui n'est plus celle d'autrefois. Non, excusez-moi. Aujourd'hui, vous avez un micro, vous pouvez le dire. Dans 10 ans, vous l'aurez plus. Mais vous avez vu le niveau de répression dans notre société. On parle de violence parce qu'on a oublié quand même cette violence-là. On a oublié le bilan terrible des Gilets jaunes, des manifestants. Plusieurs centaines de personnes qui ont été blessées, 4 morts, des milliers en effet de garde à vue et de condamnations judiciaires. Madame Zineb Redouane, monsieur Steve Canisso, ce monsieur qui vient en raison d'un contrôle plaquage ventral extrêmement brutal, Cédric Chouviat. Oui, mais enfin, c'était pas un gilet jaune. Non, mais ce sont des techniques de maintien de l'ordre qui posent des problèmes fondamentaux, qui sont aujourd'hui généralisés et qui représentatifs de la violence. Terrible. La manifestation de Charonne dans les années 60 en un jour a fait plus de morts. Mais alors, il faut le regretter. J'espère que justement, on n'est pas dans ce type de comparaison. Sinon, si on revient à l'époque de la guerre d'Algérie, en effet, c'est dire le niveau de tension de notre société. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous, 0826 300 300, à tout de suite. Avec vous jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff. On est avec vous sur Sud Radio, 0826 300 300. Parlons d'Emmanuel Macron, de notre président. L'entourage du président de la République refuse de parler de rejet. Certains évoquent une mauvaise humeur de l'opinion. D'autres estiment qu'il est insensible et autoritaire. Une large partie de la Macronie s'inquiète de son image très, très dégradée. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une haine différente de celle qui pouvait affecter François Hollande ou Nicolas Sarkozy? Ça m'a fait un peu sourire ce matin, toujours dans le Parisien, où ils disent François Hollande, il est nul et il est moche. Sarkozy, c'était encore autre chose, mais il avait des soutiens. Là, c'est vrai qu'on a du mal à trouver des gens qui défendent le président de la République. Alors, Patrick Mignon. Moi, je pense qu'il y a deux causes à ça. Concernant Macron, je le dis à chaque fois. Tout d'abord, il y a lui-même, en tant qu'individu, sa propre personnalité. Il est clivant, il est arrogant, insultant, méprisant, et même ensuite il fracture. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que pour asseoir son autorité, il est obligé de fracturer la société
dans tous les coins, hein. C'est-à-dire les jeunes face aux vieux, les femmes face aux hommes, les homosexuels face aux hétérosexuels. Tout est une fracture, tout est utile pour ce président, alors que, selon moi, un président devrait faire le liant et devrait être au contraire le chapeau qui unit. Mais c'est là que je bascule sur le deuxième point, et je l'ai déjà dit ici à ce micro, c'est le problème institutionnel. Depuis qu'on est passé du septennat au quinquennat, et que derrière M. Jospin a eu la stupide idée de coller les législatives derrière la présidentielle, on est dans un régime parlementaire qui se comporte comme un régime présidentiel. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les contre-pouvoirs, vous en parliez, Mathieu, tout à l'heure. C'est-à-dire que quand la colère devrait pouvoir, ou quand les interrogations devraient pouvoir s'exprimer à l'Assemblée, on a des godillots qui votent sans même regarder le texte. Ça a été le cas sur l'histoire du deuil pour les enfants de 12 ans, les 12 jours, pour les enfants, etc. Donc moi, je dis simplement qu'on est face à un problème institutionnel qui, si on revenait à un septennat unique, ça serait peut-être une bonne chose, parce que ça rendrait au président de la République son côté globalisateur et apaisant pour la nation, en tout cas ayant une vue beaucoup plus globale, pas dans l'arène, j'allais dire un matamor et non pas un matador de l'arène, et par contre celui qui serait au charbon, c'est le Premier ministre, qui aujourd'hui certainement a peu de choses. Mais là vous écartez complètement la personnalité du président de la République. La personnalité, elle est le fondement de la cristallisation. Elle est le fondement de la cristallisation. C'est la personnalité d'Emmanuel Macron qui ne plaît pas. Il y a un manque total d'empathie, il y a un manque total de capacité à rassembler le peuple. Quand on est président de la République, on doit rassembler, on doit expliquer, on doit être dans la pédagogie de la réforme. Emmanuel Macron veut imposer la réforme sans pédagogie. Il est incapable. Et il ne doit pas être dans l'arène, ça c'est un autre sujet. Il n'a pas, en fait, ce qui lui manque, c'est d'avoir fait de la politique, d'avoir été élu à la base, d'avoir rencontré des gens sur des marchés, d'avoir pris conscience de leurs difficultés au jour le jour, de ne pas se situer dans ce parcours politique classique qui finalement a été une très grande force des présidents de la République précédents, parce qu'ils savent ce qu'est le peuple. Emmanuel Macron ne sait pas ce qu'est son peuple. En réalité, il a une incapacité à comprendre le pays. Et c'est non seulement lui, mais c'est également ses relais au Parlement. En fait, on a aujourd'hui une génération d'élus qui sortent de nulle part, qui n'ont jamais, qui n'ont pas construit ce parcours politique au fil du temps. Alors, excusez-moi, je voudrais juste mettre un bémol, parce que si on s'en tient aux chiffres, là, il est à 33% de satisfaction, d'après le sondage qui est sorti il y a 2 jours. Soit plus que Mitterrand, Chirac ou Sarkozy, qui est frôlé les 22. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une haine, mais faut faire attention. Il y a une loupe quand même. Hein. On est dans les médias, on en parle beaucoup. Vous savez, c'est comme Trump aux États-Unis. Trump, tout le monde dit des choses sur Trump. 49% de satisfaction, c'est tombé la semaine dernière. Donc, faut faire attention. Il y a quand même des gens qui le souhaitent. 33%, c'est pas bien, mais c'est pas non plus catastrophique. Je pense qu'effectivement, et vous aviez raison, les gens reprochent Emmanuel Macron de ne pas avoir eu de passé politique, parce qu'on se rappelle pas finalement, il était un peu dans l'ombre, un peu de Hollande, il est arrivé d'un coup, il a gagné, ce qui n'arrivait jamais. C'est-à-dire qu'en général, on avait toujours un président qui, sauf Hollande qui s'est présenté pour la première fois, mais on avait des gens qui étaient là depuis 10, 15, 20 ans, qu'on connaissait, on connaissait leurs forces, leurs faiblesses. Lui, il est neuf. Alors maintenant, on dit, est-ce qu'il connaît vraiment les Français ? Je ne pense pas que Giscard d'Estaing ou François Hollande connaissait plus les Français que lui. C'est de la pause, c'est de la com. Lisez le bouquin de Juan Branco, dont je ne partage pas les opinions. Crépuscule, il explique très bien pourquoi c'est la situation que vous venez de décrire. Paul Vanier. Moi, je pense que Macron incarne finalement ce qu'est la Ve République comme personne avant lui. C'est l'hyper-président qui concentre tous les pouvoirs. On est quand même allé jusqu'à la Cour de cassation qui a, par un communiqué de presse, rappelé que M. Macron, président de la République, devait respecter le principe de séparation des pouvoirs. Nous sommes allés jusque-là. Il se mêle de tout, il se mêle même des municipales. Il va régler les affaires de Biarritz, il va régler les affaires, il essaye de Paris. Donc d'abord, c'est l'hyper-président. Et puis ensuite, il a une pratique qui apparaît davantage comme monarchique que républicaine pour beaucoup de Français. Quand il ne cesse de recevoir à Versailles les patrons du monde entier, quand il dit, comme Marie-Antoinette évoquait... Exactement, c'est un symbole monarchique. Quand il dit traverser la rue pour trouver du travail... Moi, ça me rappelle Marie-Antoinette qui disait il n'y a qu'à leur donner de la brioche. Elle a expliqué. N'importe quoi. Non, mais il y a des maladresses. Il y a des maladresses, c'est sûr. Je pense qu'il y a dans l'esprit des Français une perception d'un président qui a une allure davantage monarchique. Mais c'est la logique, et je suis d'accord avec vous, institutionnelle de la Ve République. Voilà pourquoi nous ne disons pas comme François Hollande ou comme vous qu'il faut un septennat, mais il faut une 6e République, véritablement parlementaire. Mais vous êtes complètement excessif. Un exercice démocratique des institutions et du pouvoir, sinon Olivier est en ligne avec nous et voulait réagir sur Sud Radio. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour à tous. Bonjour. J'ai écouté un petit peu tous les superlatifs qui ont volé de part et d'autre de vos intervenants concernant Emmanuel Macron. Moi, je vais vous dire, pour moi, ce qui caractérise un petit peu tout ce qui peut cristalliser autour de lui, c'est déjà la déception des gens qui l'ont élu, qui se sont rendus compte qu'ils avaient fait une sacrée bourde en votant pour ce gars-là, simplement, parce que moi, je l'ai entendu, c'est votre cas ? J'étais sur les marchés au présidentiel, j'ai entendu des gens qui disaient « mais moi, je crois que j'ai voté Macron parce qu'il est beau, il est jeune ». Et dire à partir de là, on sait, on n'a même pas regardé, ces gens-là n'ont même pas regardé le pédigré. Ce mec-là sort de chez Rothschild, c'est un banquier. Qu'est-ce que vous voulez? Vous vouliez vous attendre Monsieur Pompidou sortait de chez Rothschild également. Bon. Ouais, non, mais enfin oui. Là, on atteint le summum. En plus, comme vous le disiez, c'est un gars. Il est jeune, on a l'impression d'avoir en face de nous un enfant gâté. On a mis entre les mains un jouet, le jeu de la République, le peuple français, qui est quand même la 6e puissance mondiale, dont il se fout complètement, quoi. Voilà, je sais pas, il n'y a pas sûr qu'ils s'en foutent complètement. Il roule pour sa caste et puis non mais on peut pas dire ça, monsieur. Les chiffres le montrent qu'il roule pour sa caste. La dernière enquête de l'OFCE, les 5% des Français les plus pauvres vont perdre 240 euros, les 5% les plus riches vont gagner 3000 euros. C'est clair. Il sert les intérêts d'une oligarchie. Il n'existe aucun président de la République, quel que soit son parti, qui se dit je vais faire en sorte de favoriser uniquement les miens au détriment du général. Ça n'existe pas, ça c'est dans les films. Ça n'existe pas. Voilà, faut arrêter avec ce fantasme. D'autre part, on va arrêter avec l'argument, il vient de la banque Rothschild. Il faut le démontrer, monsieur, ce que vous dites. Parce que démontrer qu'il ne sert pas une minorité. Mais il sert une minorité. La suppression de l'ISF, la flat tax, toute la politique fiscale ne sert qu'une poignée d'individus. On parle de la banque Rothschild. L'emploi est en train de repartir dans ce pays. Le chômage baisse. Le chômage baisse. Ça aide tout le monde. On va arrêter avec cet argument. Pompidou sortait également de la banque Rothschild. Et rajoutons quand même que la banque Rothschild est certainement la banque au monde qui a fait le plus pour l'humanitaire et dans le monde, plus que n'importe quelle autre banque. Ils ont soutenu énormément de causes dans le monde. Donc il y a un moment, on peut très bien être déçu. Je comprends qu'on soit déçu, c'est normal. Beaucoup de gens sont déçus, mais on va pas arrêter. Vous ne l'êtes pas. Mais si je suis déçu, on va arrêter de faire croire que le type volontairement se coupe. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Démontrez-le. Sa politique ne sert qu'une poignée d'individus. Il n'est pas dingue. Un simple raisonnement par l'absurde, Paul Vanier, il suffit à démontrer que le gars ne va pas faire une politique en faveur d'une minorité, fût-elle puissante. Parce que c'est assurer sa non-réélection. Malheureusement, dans la 5e République, ça n'est pas le cas. La preuve, il a lui-même été élu avec. Et c'est le cadre dans lequel on est. Elle permet à un président minoritaire idéologiquement de disposer des moyens majoritaires dans nos institutions. C'est bien ça le drame. Voilà pourquoi il faut passer à la 6e. Aujourd'hui, merci à vous. Dans un instant, vous retrouverez André Berkoff. Très bonne journée à tous.